Le charron. Alors pour faire la roue, il fallait déjà tourner le moyeu. Le moyeu, ils le faisaient dans de l'orme comme bois. L'orme, c'est un bois qui est compact. Ils appelaient ça du tortillard. C'est très compact, c'est très noueux. Et ça évite de fendre, vous voyez, contrairement aux frênes. Alors quand le moyeu était fait, il fallait faire l'emplacement pour les rayons. Alors c'était un calcul bien précis suivant le nombre de rayons qu'ils voulaient mettre, c'est-à-dire 12, 14 ou 16 rayons par roue, suivant la grandeur de la roue. Donc ils traçaient et ils perçaient avec ça, ils creusaient avec une tarière. Ouais. Donc ils immobilisaient donc le moyeu dans un étau et ils tournaient pour creuser pour faire la mortaise et ils finissaient après avec des gouges, avec des bédames bien carrées pour pouvoir équarrir de partout. Alors ça c'était le travail à la main. Après il y a eu le diviseur, cet appareil là. Alors le diviseur ça simplifie bien le travail, il n'y a plus besoin de faire le calcul sur le moyeu. Ici on a une plaque avec des trous, donc on a 12, 14, 16 trous. Et il travaillait sur un espèce d'établi comme celui-là. Alors à la plane, il dégrossissait le bois. Donc c'était très long à faire. Et ça c'était avant qu'il y ait eu les tours à reproduire, comme vous avez vu pour les sabots. Après, avec les tours à reproduire, ça allait beaucoup plus vite et il faisait du travail beaucoup plus régulier qu'à la main. Voilà, alors les rayons étaient en acacia. Alors pourquoi on mettait de l'acacia? Parce que l'acacia, c'est un bois qui est très dur, qui est souple malgré tout et qui ne pourrit pas, contrairement aux autres bois. Vous voyez que la mortaise, le tenon qui est dans la jante, c'est celui-ci. Et souvent, comme ça roule toujours dans la boue et dans l'eau, ça pourrissait ici. Et puis les rayons cassaient et il fallait refaire. Donc il fallait tout redémonter la roue pour changer un rayon. Donc c'est pour cette raison qu'on mettait de l'acacia et former un hérisson comme vous voyez là. Donc après on pouvait finir la roue. La roue était disposée, donc le hérisson était disposé sur un établi comme celui-ci. On prenait le compas et on traçait pour faire le tenon extérieur. Donc celui-ci, celui qui va recevoir les jantes. Les jantes étaient faites toutes en section. C'était jamais fait d'un seul tenant. Hein. Donc tout en section avec 2 rayons par section de jantes. Plus 2 chevilles en bois pour tenir tout l'ensemble. Vous voyez, il fallait tout bien calculer. Alors donc ce tenon extérieur, le tenon des jantes était bien particulier. Il avait une encoche en plus dans laquelle on mettait un coin pour tenir tout l'ensemble. Je ne sais pas où il est, le coin il est parti. Ah, voilà. Donc on mettait le coin là-dedans pour tenir tout l'ensemble. Voilà, et puis donc, quand tout était prêt, le charron il finissait de monter la roue, hein, il partait de loin comme ça, et puis il assemblait tout, il fallait que tout rentre. Et on pouvait ferrer la roue. Alors pour ferrer la roue, il fallait calculer la longueur du fer, pour ça on avait la roulette. On partait d'un point précis qui était marqué sur la roulette, on marquait sur la jante, et on tournait autour de la roue en comptant le nombre de tours de roulette qu'on reportait sur des barres en fer de 6 mètres pour pouvoir les couper sur l'enclume. Ces barres en fer, elles étaient diminuées de 2 cm et demi, étant donné que ça va être chauffé, le fer va se dilater. Donc on coupait les fers là-dessus avec la tranche à fer, avec cet outil. À la masse, bien sûr, on coupait les fers à froid. Alors quand il fallait couper des épaisseurs comme ça, il fallait en donner une petite masse. Voilà. Quand le fer était coupé, on l'amenait sur la cintreuse. Alors ici, on en a 2 cintreuses. On en a une qui a le fer déjà formé et celui-ci qui est déjà à moitié cintré. Donc le commis qui était là, il tournait la manivelle pour cintrer. Là, ça tombe plus parce qu'il n'est pas assez serré. Donc on tournait et au fur et à mesure, avec ces 2 poignées, on descend le rouleau central pour accentuer le cercle, jusqu'à ce que les 2 parties à souder se rejoignent. Quand ces 2 parties vont se rejoindre, que la roue, que ça soit bien rond, à ce moment-là, on pourra souder. Alors on n'avait pas de soudure à l'arc, à l'époque on soudait soit par approche, soit en apportant un produit entre les 2 parties qui avaient été amincies, donc on mettait un peu de ce genre de produit. C'est de la soudure en plaque. Et ça marchait très bien. Pour pouvoir coller. Alors après, soit on les soude par approche avec la refouleuse, donc on va mettre nos fers ici, et à la masse on va taper pour pouvoir faire coller les fers. Ou alors, comme je vous disais, on va amincir ces 2 parties, on va mettre un peu de produit, et on va marteler sur la plume pour faire coller ces 2 fers. Voilà, et après on va faire chauffer à nouveau pour pouvoir égaliser donc sur le champ et sur le plat pour que ce soit bien caillou.
il va mettre du bois, des copeaux, des fagots, un petit peu tout ce qu'il faut, et puis il va mettre le feu, donc on a un brasier qui va se former, les fers vont chauffer. Quand ils vont atteindre la température d'environ 600 degrés, on va pouvoir les mettre sur les roues. Les roues vont être disposées comme celle-là sur un chantier, donc ça va être retenu par des étriers en fer pour que le fer, quand il a pris sa place, il tombe pas. Et donc quand les fers seront chauds, qu'ils auront atteint la température voulue, le charron va donner ce genre d'instrument aux personnes qui sont venues pour lui aider. Ils vont aller chercher les fers dans le foyer, il fait très chaud, il faut faire vite, ils se brûlent, et ils vont amener le cercle sur la roue qui en attend sur le chantier. Et le charron, lui, à ce moment-là, va prendre cette pince et il va faire descendre le cercle, qui va prendre sa place. Quand c'est des grandes roues, ils vont se mettre à 2 ou 3 avec les mêmes instruments. Donc il faut faire très vite, étant donné que le fer est chaud avec le bois, déjà on a du feu qui commence à se former, si on attend trop, le fer va tomber. Donc tout de suite, dès que le fer a pris sa place, c'est une histoire de pas quelques minutes, hein, quelques centaines de secondes, et à ce moment-là, les dames qui sont là autour avec des seaux d'eau vont arroser, et ça va refroidir, ça va rétracter le fer qui va fermer là. Voilà. Donc il ne fallait pas se louper, il fallait que ce soit bien précis. Alors la roue, après c'était pas fini, il fallait percer par en part le fer et le bois pour mettre des boulons. Donc ça se faisait avec la perceuse à colonne, on mettait la roue comme celle-là, là, et on perçait de part en part pour mettre ce genre de boulons, vous voyez, des boulons coniques. Donc après avoir fraisé légèrement le métal, on mettait ce genre de boulons qui tenaient tout l'ensemble. Alors après, il fallait mettre la boîte à essieu. Alors c'était encore un travail bien précis aussi. C'était cet outil qu'il fallait mettre dans le moyeu. Alors pour ça, il fallait reprendre des cotes après ferrage pour que ça soit bien au milieu. Et puis là, on creusait avec la tarière et puis avec différentes gouges, cuillères comme celle-là. Et puis on avait des grandes gouges pour descendre bien droit jusqu'au fond pour mettre ça. Parce qu'il ne fallait pas que ça force. Si ça forçait trop, on risquait de casser le moyeu ou de faire éclater la boîte. Et le charron, il n'aimait pas trop parce que quand il fallait recommencer une roue, c'était 35 heures de travail. Une roue de A à Z. Donc les fers étaient chauffés, ils étaient réajustés à l'enclume, suivant la grandeur du pied. Et après avoir égalisé la corne, on appliquait ces fers à chaud. Et quand ils avaient pris leur place, on les clouait. Avec ce genre de clous qu'on retournait après au-dessus pour éviter qu'ils... là, ils n'avaient pas besoin de taper. Alors que si c'était un fer froid, ça serait beaucoup plus difficile. Ça, c'est pas gros, ça. Ça, c'est tout petit, ça se travaille facile. On l'a déjà un peu plus gros. Donc, le forgeron, toute la journée, c'était marteler des fers. Les fers des jardiniers, les outils des maçons. Et puis alors, quand ils avaient des fers plus gros à taper, comme les pointes de charrue, donc il y avait cet outil-là qu'on appelle un martinet. Alors, vous allez voir que ça tape beaucoup plus fort.